Bonjour à tous, bienvenue à la conférence Kirao Multicap et Kirao Multicap Alpha pour le bilan du deuxième trimestre 2021. Avant de commencer, peut-être un tour de table. J'ai à mes côtés Eduardo qui est analyste ISR chez nous, Thomas Alfigueta, analyste sur les sociétés industrielles, Stéphane Dubosc, analyste sur les sociétés pharmaceutiques et secteur médical au sens plus large. Et évidemment, Fabrice Revol, gérant du fonds Kirao Multicap et Kirao Multicap Alpha et fondateur de Kirao. Avant de commencer, peut-être quelques détails techniques. On utilise un système qui s'appelle GoToWebinar, dans lequel vous pouvez poser vos questions à droite et n'hésitez pas à nous envoyer un email si vous avez des problèmes pour accéder à la présentation, notamment à p.blaise@kirao.fr. Fabrice Revol, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va, comme régulièrement, faire un point sur le deuxième trimestre en termes de performance et de perspective également. Quelques mots sur la société. Je pense que vous la connaissez tous maintenant assez bien. On vient juste d'avoir 7 ans. Les fonds ont 7 ans le 30 juillet. Enfin, Multicap et Multicap Alpha ont 7 ans. Nous gérons plus d'1 milliard d'euros d'encours désormais depuis le début de l'année. Parmi les actualités, les nouveautés, on a beaucoup renforcé notre démarche d'investissement responsable, dont on vous parlera plus longuement ultérieurement et au cours de la présentation. Donc sur la philosophie d'investissement, évidemment, je pense que vous la connaissez quasiment tous. Ce qui fait notre caractéristique principale, c'est vraiment de mener une analyse fondamentale très poussée sur un univers qu'on a volontairement restreint, de telle sorte à pouvoir élaborer des scénarios de prévision financière les plus précis possibles et qui soient les meilleurs soutiens possibles pour prendre des décisions éclairées. Notre approche se veut, du fait de l'intégration de ces prévisions financières, une approche absolue. On recherche des TRI dans la zone des plus ou moins 10%. Ce qui fait qu'on a un turnover relativement faible, on a un fonds concentré et nos portefeuilles sont extrêmement lisibles et peuvent parfois être décorrélés et sont souvent décorrélants des indices. Donc, en 2 triangles inversés, vous avez l'illustration graphique, je dirais, de notre process. Donc, un process en entonnoir par rapport aux indices qui sont nos indices de référence, donc qui nous conduisent à peu près à analyser 250 sociétés sur les secteurs sur lesquels nous avons des spécialités, puisqu'à mes côtés, vous avez des personnes sectorisées. Moi-même, je suis certains secteurs. Et puis, ce qui va aussi nous différencier assez fortement, c'est qu'on va rechercher dans la vie des entreprises un moment particulier qu'on appelle rupture, qui résulte in fine dans une accélération de la croissance bénéficiaire et qui va nous permettre de capturer un rendement, un surcroît de rendement sans surcroît de risque. Le dérisque, entre guillemets, étant lié au travail d'analyse qu'on aura fait. Et puis, à l'intérieur de ce triptyque, qu'on appelle une rupture sur une société solide et qui est mal valorisée, mal imaginée, mal appréhendée, on intègre désormais l'ESG, notamment à travers la notation de la gouvernance, qu'on enrichit également des volets sociaux et environnementaux. Alors, en termes de gestion, donc le premier point, on a le plaisir d'avoir franchi un cap symbolique, mais assez important pour un certain nombre d'investisseurs. C'est la barre des 500 millions d'euros d'encours sur Kirao Multicap, qui résulte à la fois de la performance du fonds depuis le début de l'année et également d'une collecte qui est redevenue positive au deuxième trimestre, avec environ plus 2% de collecte en nombre de parts. Et puis, comme je disais tout à l'heure, une démarche responsable qui s'amplifie, notamment avec le recrutement d'Eduardo, qui est à ma gauche et qui prendra la parole tout à l'heure, et aussi des formations qu'on a tous suivies. Et on arrive quasiment au terme de la saison des assemblées générales. On a déjà des enseignements à tirer de la pratique de nos votes. Donc, au deuxième trimestre, globalement, vous verrez, on a fait une performance quasiment en ligne avec
avec l'indice qui a beaucoup monté. On a réussi à accompagner assez bien, il nous manque un point. Donc sur des phases de forte hausse comme ça, c'est relativement correct pour nous. Et puis Alpha renoué avec le positif en year to date, fort justement de cette performance relativement en ligne de notre stock picking avec ces indices. Néanmoins, on considère que notre bilan est mitigé, puisqu'on a toujours du retard sur notre indice. Même en prenant un petit peu de recul, on le verra ultérieurement, on arrive quand même relativement bien accompagné si on prend la phase pré-Covid, qui a une date de démarrage au 18 février 2020. On est relativement en ligne, il nous manque un point aussi sur ces 15 mois. Donc, on récupère quand même un petit peu par rapport à un certain moment, on avait un petit peu plus décroché. Et puis, fait notable, et qui est très important, de la même manière qu'on avait bien amorti la baisse et le gros drawdown de mars 2020, on retrouve tout ça dans nos indicateurs de volatilité qui restent 20% à peu près inférieurs à celle des indices, ce qui n'est pas rien et ce qui est toujours bon pour les Sharpe ratios qui pour nous sont la vraie mesure de la performance. Donc on est moyennement satisfait plus qu'insatisfait, mais surtout ce qui est important pour la suite, et c'est ce qu'on va expliquer à travers une analyse des titres qui sont en retard dans notre portefeuille, que ce n'est que du retard, que nous sommes confiants. On est confiants parce que on n'a pas du tout modifié notre process, on n'est pas capable, on a toujours fait le même travail, on croit dans nos scénarios. Les derniers mouvements ont été nombreux l'an dernier. Donc, c'est la preuve qu'on sait être réactif dans certaines phases de marché, qu'on sait sortir de ce que certains pourraient appeler des zones de confort. On n'a pas de zone de confort, on a seulement des zones de recherche. Donc ça, c'est un point positif. Et puis notre portefeuille, on est confiant, il n'y a qu'à regarder le niveau de cash. Malgré les niveaux de marché, on estime qu'on a beaucoup de retard sur nos titres. Donc, c'est tout ça qu'on va essayer de vous montrer. Alors, slide suivant. Donc, un petit mot sur notre démarche responsable. Je vais laisser Stéphane vous résumer brièvement ce qu'on a fait chez Kirao. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous accélérons notre démarche d'intégration de l'ESG. Nous en avions parlé au cours des conférences précédentes et c'est vraiment une démarche qui est en accélération chez Kirao, d'où le recrutement d'Eduardo qui nous a rejoint en mars de cette année. Donc, l'élément central de cette démarche, c'est notre matrice interne de notation, une matrice propriétaire qu'on a établie, qu'on a développée et qu'on enrichit au fur et à mesure. C'est une matrice qui retient 22 critères qui nous paraissent pour juger de la qualité des sociétés en portefeuille, mais également des sociétés qui sont susceptibles d'entrer dans les portefeuilles. Donc, comme le disait Fabrice, il y a un prisme assez important sur le sujet de la gouvernance, un sujet clé pour Kirao, parce que c'est un sujet qu'on connaît bien depuis des années, qu'on regarde depuis longtemps. C'est un sujet aussi qui est transversal, donc sectoriel. Et donc, c'est un sujet qu'on a à cœur de regarder. Donc, ce sujet de la gouvernance, un peu plus spécifiquement, on va regarder l'analyse du management, l'équilibre du pouvoir entre le management et les organes de contrôle, la politique de rémunération, l'éthique des affaires, avec le sujet des controverses qui est aujourd'hui un sujet clé, et encore l'égalité de traitement des actionnaires minoritaires. Alors, on regarde également, évidemment, les sujets environnementaux et sociaux. On a une approche à la fois globale sur ces deux critères. Par exemple, sur le sujet environnemental, on va regarder l'évolution de l'intensité carbone des sociétés ou encore les politiques de neutralité carbone et de zéro émission nette. Et on va regarder le sujet un peu plus spécifique, par exemple, le rapport de la consommation d'énergie totale, d'énergie renouvelable, le poids du portefeuille issu de produits du recyclage. Donc, on va à la fois avoir une analyse globale et une analyse matérielle. Ce sera la même chose pour le côté social, avec des critères globaux et des critères un peu plus matériels selon les secteurs. Donc, ces différents critères sont pondérés et aboutissent à une note ESG globale.
À ce stade, nous avons réalisé 45% de l'analyse du portefeuille de Multicap. Évidemment, on souhaite augmenter ce chiffre dans les semaines et les mois à venir pour aboutir à un suivi de la totalité du portefeuille. Et comme je le disais auparavant, évidemment, des sociétés qui sont susceptibles également d'entrer en portefeuille. Donc, on inscrit l'ESG vraiment comme un pilier complémentaire des piliers d'analyse classique chez Chiaro, notre éthique que vous connaissez, rupture, solidité, valorisation. Donc, l'ESG s'inscrit comme un critère complémentaire dans nos décisions d'investissement et qualifie notamment le risque associé à cet investissement. C'est très important pour nous. Donc voilà, donc on va poursuivre cette démarche et avec une démarche qui va se plonger dans l'intégration de la gestion. Sur les votes en Assemblée générale, comme le disait Fabrice, on vote désormais systématiquement à l'ensemble des sociétés en portefeuille. Donc, depuis le début de l'année, on a voté à 66 assemblées générales. On s'est opposé à 34% des résolutions, notamment des résolutions portant sur les politiques de rémunération. C'est un sujet clé cette année dans les assemblées générales, où on avait beaucoup de critères variables qui n'étaient pas assez transparents, notamment sur l'aspect qualitatif, avec des rémunérations exceptionnelles parfois liées à la crise du Covid. Donc, je trouvais que c'était pas forcément justifié. On collabore avec Proxinvest sur ce thème, on peut suivre leurs recommandations, mais on a également une indépendance totale dans nos votes. Donc, pour la suite, on réalise également notre bilan carbone et notre rapport ISR. On fait appel à une société externe pour cela aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez le voir, le portefeuille Multicap présente une note largement meilleure à celle de son indice. Ces rapports sont disponibles si vous le souhaitez. Et nous avons un objectif qu'on a défini d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire répondre à l'article 8 de la réglementation SFDR. Toute la démarche qu'on a mise en place depuis 1 an et demi désormais va dans ce sens. Voilà, c'était autodéclaratif de décider dans quelle case on se mettait. On a préféré se mettre article 6, on jugeait qu'on avait encore un petit peu de chemin à établir, mais là, on accélère et donc toutes les actions qu'on met en place visent à répondre à cet article 8 à un horizon de 6 mois. Merci Stéphane. Peut-être quelques mots sur notre partenariat. Je ne sais pas qui, j'en dire quelques mots. Donc, comme vous le savez, on l'a annoncé également, donc aux côtés d'une analyse ESG qui s'intègre véritablement dans la gestion. Je donnerai aussi une slide exemplaire à ce sujet. On a souhaité mener des activités à fort impact, je dirais plus direct, en tout cas plus mesurable, plus tangible pour nous, en signant un partenariat l'an dernier avec la Fondation Impala Avenir. Donc, ce partenariat consiste en un don annuel de 1% de notre chiffre d'affaires. On a choisi Impala Avenir tout simplement parce qu'on les connaît de longue date. J'en suis administrateur, donc je connais parfaitement le fonctionnement de cette fondation. Certains collaborateurs étaient engagés avant le partenariat. Je pense qu'on peut dire qu'il y a encore plus de collaborateurs engagés depuis. Donc, les grandes missions d'Impala, donc incuber, financer, fédérer, je dirais que c'est vraiment mettre en relation des outils ou en tout cas des organisations qui existent mais qui ne communiquent pas forcément en vue de mener des missions d'insertion via une autonomisation et donc avec un fort contenu de formation. Donc il y a notamment les associations des plombiers du numérique qui consistent à former en 4 mois des jeunes sortis des systèmes scolaires, donc à les former au métier de la fibre, qui sont de gros pourvoyeurs d'emploi, qui ont des gros besoins en termes de main-d'œuvre. Il y a également la Maison des Marraines, qui vise à mettre des jeunes qui sortent de l'aide à l'enfance à partir de 18 ans, de leur donner un logement, et également une formation en vue de les réinsérer. Donc tous ces projets, du fait qu'il y ait une mise en relation de structures existantes, font que le coût par personne est relativement faible, et donc j'ai envie de dire qu'on a un rendement extrêmement fort sur les dons. Et donc c'est ce qui nous intéresse particulièrement au-delà des missions d'autonomisation, de formation, c'est vraiment le rendement
qui est très très fort sur les dons qu'on peut faire. Donc on va repasser donc à ce qui est le sujet principal aujourd'hui, donc c'est multicap et multicap alpha. Donc le portefeuille est classique, hein, une cinquantaine de lignes, voilà, une part de zone euro d'un tiers pour 2 tiers France, toujours une volatilité plus faible que son indice. Et puis ce qu'on n'a pas mis, c'est aussi on le voit un petit peu, c'est une forte concentration. On doit toujours avoir environ plus ou moins 45% sur les 10 premières lignes, 47% de montre. Voilà. Donc, slide suivante. Donc, si on prend year to date, vous voyez le début d'année est quand même difficile, notamment on a vu un mois de février de mémoire un petit peu compliqué. On a fait l'essentiel finalement de notre écart négatif sur un mois, donc on a pas 6 points de retard. Et puis le T2 nous a été un petit peu plus favorable. Nous n'avons pas modifié notre portefeuille pour autant. À la marge, vous verrez notre portefeuille est bien construit désormais. On a fait beaucoup de mouvements l'an dernier dans lesquels on croit et on est juste en attente d'un rendement qu'on estime être complètement intact sur ces lignes. Donc, cette slide suivante. Donc on aime bien regarder les contributeurs. Donc on a fait donc Thomas a innové un petit peu sur la slide de gauche. Donc ça donne des indications intéressantes sur ce qui a généré de l'alpha, sur ce qui en a consommé. Donc sans surprise, vous le verrez un petit peu dans le slide suivant de manière plus précisément. Donc ce qui est toujours satisfaisant pour différentes raisons. Donc, c'est toujours satisfaisant d'avoir ces premiers poids dans les grosses performances. Hein. Donc on le voit sur le T2, évidemment, les performances de 15% de Sopra, de 16% d'LVMH ou encore de 13% de Capgemini sont évidemment relutives, hein, puisque on a un indice qui fait 8% de mémoire sur cette période. Donc, ce sont toutes des lignes qui sont en quasi top 5. Donc, première ligne pour Sopra, 3 ou 4e ligne pour Capgemini, idem pour LVMH. Donc ça, c'est très intéressant. Excel Industries, c'est également très intéressant puisque ça montre notre savoir-faire sur des sociétés de taille plus petite, d'où le nom multicap, et surtout une société sur laquelle on a investi à contre-courant, vraiment qu'il a fallu aussi porter à un certain moment et qui revient très fort aujourd'hui. Et puis AB InBev, c'est un petit peu symptomatique de la période, très peu de capacité de projection. Aujourd'hui, vous verrez sur le secteur pharmaceutique, c'est vraiment une grande caractéristique. On est dans un marché qui price le présent, le momentum fort présent, mais qui se projette très peu et qui est très peu dissident, je dirais, dans l'établissement de ces scénarios. Et je pense qu'AB InBev va bénéficier d'effets très intéressants sur son mix avec la réouverture à une vie plus normale. En négatif, je dirais qu'il n'y a pas, il y a des entrées comme Ubisoft, on paye un petit peu un timing d'entrée, mais ça c'est pas très gênant. Sodexo, c'est un petit retour à la thématique variant, hein, je dirais. Mais aujourd'hui c'est beaucoup mieux puisque la publication est extrêmement rassurante, comme l'a dit Thomas, c'est Thomas qui suit la société. Philips, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup réduit la ligne. Hein. C'est une ligne qui pesait plus de 5%. Je dirais il y a ne serait-ce qu'un an et demi, 2 ans à peu près. Aujourd'hui, on est à 2,5%. On pense que alors là, on est bien revenu. Donc le prix est intéressant, mais je dirais une grosse partie de l'histoire est quand même faite avec des preuves de bonne exécution qu'on est en droit de demander sur le rebasculement du portefeuille d'activité. Atos, c'est un cas un peu plus difficile, mais extrêmement value pour le coup. On pense qu'il manque pas grand chose pour que ça reparte. Je dirais que c'est un petit peu un cas, on en parlait hier, pour simplifier à la Sanofi. Alors vous allez me dire que ça n'a rien à voir, Atos et Sanofi, mais on va dire que c'est un cas croisé des courbes, c'est-à-dire un business concurrencé, déclinant, avec des business qui montent, et à mesure que le business déclinant décline, il devient plus petit, donc un petit peu moins sensible en consolidé. Et puis Iliad, c'est un petit peu comme Philips, hein, je dirais, c'est une société qu'on a divisée par 2 et plus en termes de pondération.
qui est un petit peu discuté encore en ce moment. On en a parlé au moment de cette publication, avec une révision, je dirais, d'une donnée assez pivot qui est fortement regardée, qui est l'indicateur d'EBITDA moins CAPEX sur la France, qui va être révisé en baisse. Ça ne nous inquiète pas forcément parce qu'on pense que c'est pas une révision durable et qu'elle est plutôt elle est plutôt le fruit d'une préparation d'une croissance future sur la partie mobile et sur la montée en gamme via une couverture plus forte et en tout cas un niveau de recrutement, un niveau d'abonnés qui soit plus en adéquation avec la couverture d'Iliad. Donc on n'est pas inquiet et la valorisation n'est pas non plus très élevée et on a divisé la ligne par plus de 2 également. Après qu'elle a beaucoup contribué en 2019 et 2020. Donc ça, ce sont des choses, c'est la vie du portefeuille, ça. Donc on aime bien quand même prendre un tout petit peu de recul et puis pas totalement se flageller non plus. C'est pas parce qu'on a du retard que le fonds n'est pas méritant. On aurait aimé avoir notre courbe au-dessus de la courbe grise, c'est évident. On travaille pour ça. Néanmoins, on est quand même très proche. On aurait aimé parce que on pense qu'avec un gros drawdown comme celui qu'on a pris, je dirais en février-mars de l'an dernier, on était en droit de penser qu'on surperformerait assez sensiblement à l'arrivée, enfin aujourd'hui par exemple, notamment parce qu'on avait beaucoup résisté dans ce drawdown et qu'on avait très bien accompagné jusqu'à fin septembre. Et puis ça a été un petit peu plus difficile après, avec des secteurs sur lesquels on n'est pas présent, mais pas uniquement. Il y a aussi un secteur sur lequel on est très présent et qui, je dirais, n'a pas participé à la fête et on pense que c'est pas normal du tout. Donc là, on va voir de quoi il s'agit en fait. Hein. Je dirais pour moi, le graphique le plus important, s'il y en a qu'un à retenir dans la présentation, c'est celui en bas à gauche, où on analyse les contributions d'alpha. Vous voyez que si on prend une VL au 18-02-2020, donc pré-Covid, on est à 100. L'indice fait 11. On devrait être à minima 111 si on voulait battre l'indice. On est tout à droite, vous voyez, à 109,9. Donc il nous manque 1,1 point. Alors, à l'intérieur de tout ça, on regarde les contributions, c'est toujours intéressant. Il y a vraiment des satisfactions, notamment les entrées qui ont été très fortes. Hein. Alors là, je ne vois pas le chiffre, mais je sais que de mémoire, c'est autour de 17, 18,4. Donc, oui, ça a remonté un petit peu. Oui, Jérôme. Ouais. Et donc c'est quand même un niveau fort d'entrée, il faut le mettre en perspective en regard de notre turnover habituel, hein, qui est de 40% en achat plus vente. Donc, c'est un niveau vraiment assez fort pour nous. On est plutôt satisfait. Ça veut dire qu'on a quand même eu, sur des timings assez serrés, plutôt des bons timings, sachant qu'à l'intérieur, il y a des choses qui n'ont pas encore pleinement donné leur potentiel. Et puis, certaines se sont déjà révélées, mais sont encore loin d'avoir épuisé leur potentiel. Donc, c'est une poche sur laquelle on est plutôt satisfait. On a été aussi capable de faire des IPO ces derniers temps qui ont été contributives, alors que vous savez bien que c'est pas notre point fort parce qu'on pense qu'on n'a jamais suffisamment de temps pour étudier sérieusement les dossiers, mais on a eu des opportunités intéressantes avec des marges de sécurité intéressantes. Je pense notamment à Française des Jeux qui a été très contributive sur l'année écoulée et dont on vient de solder la position. Et puis toujours les usual suspects chez nous, tels que LVMH et Capgemini, donc qui sont dans le top 5. Des Longhi qu'on aurait aimé avoir plus pondérés, mais voilà, c'était pas évident de considérer que le bien-être chez soi allait être autant plébiscité et donc favoriser les chiffres de Delonghi. Après, on a un gros corps qui est à peu près de 50%. Je pense, Thomas, je vois pas très bien. Mais à peu près 50%. Donc, à l'intérieur, donc il est positif hein, de plus d'un point. À l'intérieur, il y a des plus, il y a des moins. Mais globalement, il n'y a pas des choses significatives, porteuses de messages qu'on peut vous faire ressortir. Donc, on se concentre plutôt sur ce qu'on peut dire et qui sont pour nous nos zones d'espoir. Alors,
pas parce qu'elles sont négatives et on se dit bêtement qu'elles vont passer positives. Non, déjà parce qu'on les a mises en portefeuille. Donc, à partir du moment où on met des lignes en portefeuille, on pense que on va générer de la surperformance. C'est quand même le postulat de base. Et puis, parce que les cas sont intacts. Hein, donc, sur la pharmacie, c'est très très simple. Depuis le mois d'août, ça souffre parce que une réforme du système de santé aux États-Unis est évoquée en cas de victoire de Biden. Biden a gagné et c'est toujours évoqué. C'est toujours comme une épée de Damoclès. Donc, c'est quelque chose qu'on a identifié évidemment depuis septembre dernier, qu'on a essayé de quantifier. Voilà, Stéphane en parlera. On ne pense pas que la réforme aura un énorme impact et qu'en tout cas, c'est très, très bien intégré. Et puis, Corian, qui a beaucoup de mal. Donc, sur ces sur ce secteur, sur cette société, on a des slides spécifiques. Ensuite, je dirais, c'est pareil, c'est un peu la vie du portefeuille. Je dirais, Alstom apparaît dans nos retardataires. C'est assez intéressant parce qu'on est peut-être un petit peu à l'image de ce que je disais tout à l'heure sur le fait que le marché est très dans un momentum présent et fort. On est peut-être un petit peu en avance de phase sur les résultats à attendre de la fusion avec Bombardier. On a réduit un petit peu la ligne par rapport à nos points très hauts qui résultaient de la participation à l'augmentation de capital qui était très intéressante. Mais on reste extrêmement confiant sur l'histoire à moyen terme. Donc, en gros, notre portefeuille est vraiment bien planté et on attend patiemment la récolte et sereinement, je dirais. Slide suivante. Voilà, donc comme je le disais, Stéphane va dire un mot très intéressant sur les pharma. Juste pour rappeler la pondération dans le fond, on a à peu près 10% sur les laboratoires pharmaceutiques, sur 3-4 noms, principalement Sanofi, Roche, UCB et Recordati qu'on peut ajouter aussi. Oui, donc comme vous disiez Fabrice, la pharma a un retard d'alpha très important depuis avril 2020 en fait. Donc on a souhaité resituer un peu le secteur dans la durée et montrer un graphe assez intéressant. Donc le premier graphe que vous pouvez voir en haut à gauche relate le ratio de performance du MSCI Pharmaceutical versus le MSCI Europe sur une période très longue, puisqu'on est remonté à plus de 20 ans. Donc on peut voir que dans la durée, la pharma surperforme le marché de manière globale, voilà, avec des phases de correction qui sont en général suivies de rebonds assez importants dans la durée. Donc voilà, c'est ça qui nous intéresse. Donc ces phases de correction, elles peuvent être liées à des mouvements de respiration, de rotation sectorielle. Voilà, c'est assez classique, ou à des éléments un peu plus spécifiques. Par exemple, en 2008, c'était l'élection de Barack Obama avec la mise en place de l'Obamacare. Et 2016, et aujourd'hui, c'est l'hypothèse d'une réforme de grande ampleur du système de prix des médicaments aux États-Unis. Donc, si on zoome sur une période plus récente, donc c'est le graphe en dessous, et qu'on se situe sur la période octobre 2020, juin 2021, on peut voir en fait que le ratio a baissé de 29%, ce qui signifie que le secteur a totalement été écarté du rebond du marché. Voilà. Donc, le secteur n'a absolument pas contribué au rebond du marché. Donc clairement, comme le disait Fabrice, c'est l'élection de Joe Biden et le Sénat démocrate qui ont mis une hypothèse forte d'une réforme du système de santé américain. Pour resituer un peu les choses, les dépenses liées aux médicaments aux États-Unis, c'est 10% du PIB, donc ça représente 350 milliards de dollars ou 1000 dollars par habitant par an. C'est évidemment des dépenses colossales par rapport à d'autres pays. Quand on parle de réforme, on s'adresse à Medicare, qui est le système de soins qui prend en charge les dépenses de santé pour les patients de plus de 65 ans. Et on peut faire le distinguo entre le Medicare par B et le Medicare par D. Alors, le Medicare par D, c'est tout ce qui est médicaments en prescription, donc le retail. Donc là-dessus, si réforme il y a, ça va plutôt toucher tous les intermédiaires et assureurs privés, parce que
d'ores et déjà, les laboratoires accordent des remises de prix assez importantes. En fait, il y a un list pricing, ils accordent des remises assez importantes. Donc, en fait, les labos ne souffriront pas trop d'une réforme de grande ampleur concernant cette part B. En revanche, la part B qui concerne les médicaments prescrits à l'hôpital, qui sont des médicaments les types 2, pourrait faire l'objet d'une réforme. On parle du fait que Medicare pourrait négocier en direct les prix des médicaments ou que les médicaments, le prix des médicaments s'aligne sur un prix moyen du G5, donc avec des baisses de prix qui pourraient être de l'ordre de 30 à 40% étalées sur plusieurs années. Voilà. Alors, ça reste en suspens. Comme vous le savez, Joe Biden a été plutôt concentré jusqu'ici sur son plan de relance des infrastructures. Donc, ce type de réforme était passé un peu à la trappe ces derniers temps. Il y a beaucoup de républicains qui s'opposent à une réforme de grande ampleur et beaucoup de démocrates modérés qui ont plutôt rejoint le camp des républicains dans ce sens-là et qui s'opposeraient à une réforme de grande ampleur. Donc un accord bipartisan entre républicains et démocrates paraît assez peu vraisemblable. Donc il aurait du mal, je pense, à faire passer une réforme de grande ampleur. Maintenant, voilà, on reste évidemment prudent et notre travail consiste à analyser le risque en face, donc c'est ce qu'on s'est exercé à faire, et donc regarder parmi les laboratoires qu'on a en portefeuille lesquels étaient les plus exposés à la part B, donc celles qui sont les médicaments prescrits à l'hôpital parmi les laboratoires. Donc ça serait évidemment, on a un laboratoire qui est assez exposé, qui est Roche, parce qu'ils sont présents beaucoup sur la cancérologie. Donc à peu près 40% du chiffre d'affaires de Roche Pharma est à l'hôpital. Donc, s'il y avait réforme, on a fait un peu un modèle sur les conséquences que ça pourrait avoir. Donc, on part sur une baisse de prix de 30% étalée sur 4 ans, parce que ça ne va jamais se faire en one shot, évidemment, avec un impact marge de 5 points et on a aussi un impact sur le cours de bourse de l'ordre de 40 francs suisses. Donc, ça représente grosso modo 10 à 15% de la valorisation actuelle. En fait, peut-être pour simplifier, ce qu'on perdrait en chiffre d'affaires, on le perdrait en capi, quoi. Si on perd 30% sur 40, on perd 12 de chiffres, et ça veut dire qu'on perd 12 de capi. Ça veut dire qu'il n'y a aucun travail, on n'intègre aucun travail sur la marge. Exactement. Ce qui est quand même très, très, très agressif. En revanche, Sanofi est très peu exposé à la part B, donc si réforme de la santé, ça sera assez indolore pour un Sanofi. Voilà. Donc, on vous a mis en fait les multiples actuels du secteur. Hein. On est sur des boîtes qui ne sont pas loin d'être considérées comme des value. Alors, on est quand même sur des boîtes de croissance avec de l'innovation, avec des marges très élevées, des boîtes qui génèrent du free cash flow, qui font du M&A. Pour rappel, un Roche, c'est 17 à 18 milliards de free cash flow yield, enfin de free cash flow par an. Donc, on est sur des niveaux de free cash flow yield quand même qui sont au-delà des 5%. Donc, c'est des seuils qu'on regarde sérieusement chez Kirao. Donc, le secteur nous paraît vraiment à des niveaux de prix intéressants. Il faut aussi avoir en tête que historiquement, le secteur se paye plutôt avec une prime de 15 à 20% par rapport aux indices. Et aujourd'hui, voilà, on est grosso modo au niveau des indices. Donc, pour nous, il y a une réserve de croissance et d'alpha très importante sur les pharma. On n'a pas le momentum, voilà, donc il faudra attendre en effet d'en savoir un peu plus. Maintenant, il y a des élections de mi-mandat l'année prochaine aux États-Unis. Donc, s'il doit y avoir une réforme, je pense que Joe Biden va entamer une réforme dans les mois qui viennent. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va progressivement sortir de la tête des investisseurs s'il ne se passe rien dans les mois qui viennent. Et il n'y a pas de raison que le secteur ne retrouve pas une performance plus en rapport avec son passé. Donc, on va rester sur la santé. On a souhaité remettre en fait le slide Corian qu'on vous avait déjà présenté auparavant. Parce qu'on trouve que c'est un cas assez révélateur en fait, du momentum auquel sont soumis les marchés aujourd'hui. Voilà. Le titre, comme vous le savez, avait fortement baissé l'année passée et puis depuis le début d'année, il a quasiment rien fait. Il accuse un retard important par rapport aux indices. Il y a plusieurs sujets qui inquiètent les investisseurs. Donc la reprise d'occupation des EHPAD qui est inférieure
au niveau pré-Covid, l'inflation salariale et la remontée des taux qui pourrait avoir un impact sur la valorisation du parc immobilier ainsi que sur le refinancement de la dette, parce que par nature, ce sont des groupes qui sont assez endettés. Donc le groupe a fait un événement lundi dernier, il a apporté pas mal de réponses et il nous a donné ses perspectives à long terme. C'était assez intéressant. Le point clé, c'est de dire en fait que les taux d'occupation repartent assez fortement depuis la fin du confinement et qu'on devrait retrouver en fin d'année des taux d'occupation des établissements au niveau normatif pré-Covid. Donc 2022, clairement, on repartira sur les taux d'occupation forts tels qu'ils étaient avant la crise du Covid. Sur l'inflation des salaires, c'est quelque chose qui a déjà été acté l'année passée. Pour rappel, les salaires sont plutôt pris en charge par la partie soins. Donc, il y a eu des revalorisations, mais Korian a souhaité aussi mieux payer ses salariés sur la partie hôtellerie. Donc, il y a eu un effort assez important qui a été effectué l'année passée, mais c'est un gage de qualité et de fidélisation des salariés, alors que le poste RH est clé dans ce secteur. Et concernant la remontée des taux et l'impact sur la revalorisation et la dette, il faut savoir que le groupe fait appel à des experts pour valoriser ses actifs assez régulièrement et ces mêmes experts prennent des hypothèses de valorisation très prudentes avec des taux d'actualisation de 5,7. Donc il n'y a pas de danger. Le groupe a rappelé également que sa dette était à taux fixe à hauteur de 72% et par ailleurs était couverte à 100%. Donc, il n'y a pas de sujet de taux chez Korian. Donc, le groupe a confirmé ses objectifs 2021 et 2022, donc des croissances assez fortes, 9% en 2021, 5% en organique, 10% en 2022, donc 6% en organique, et une remontée des marges progressive au niveau de 15,5%, donc supérieure au niveau de 2019 qui était de 14,8%. On parle de marge d'EBITDA. Le groupe a également profité pour donner des guidances un peu plus long terme, donc post-2022, et il vise une croissance de 10%, donc 6% organique, voilà, et 4% liés à du M&A. Donc on parle vraiment de valeur de croissance quand on parle des groupes d'EHPAD. Donc le M&A va se concentrer plutôt sur les soins de suite et de réadaptation et la psychiatrie. Le groupe a fait beaucoup d'acquisitions ces derniers mois dans ce domaine avec un impact mix qui devrait être assez favorable. Donc pas de risque non plus d'appel au marché pour financer cette croissance. Le groupe dégage 300 millions de free cash flow par an. En tout cas, c'est son objectif pour l'année 2022. Donc, il pourra financer à la fois son plan de développement interne avec l'ouverture de nouveaux établissements, mais également des opérations de croissance externe. Donc, il n'y a pas de risque d'appel au marché. Donc, au niveau valorisation, voilà, on vous remet ce graphe qui montre la valorisation. On rappelle rapidement, on valorise ces sociétés en séparant la partie immobilière de la partie opérationnelle. Donc, la partie immobilière, elle est valorisée à la valeur de marché par les experts. Et la partie opérationnelle, on va retraiter un EBITDA, corriger les loyers hypothétiques, comme si le groupe avait externalisé 100% de son immobilier en retenant un rendement de loyer de 5%. Donc, si on regarde Orpea et Korian, on peut voir en faisant ce raisonnement que Korian se paye avec une décote très importante versus Orpea. On est toujours sur une décote de 35%, ce qui nous paraît absolument pas justifié. Et si on raisonne en termes plus absolus, on pense qu'un multiple de 12 fois au lieu des 9,5 fois pourrait être justifié. Et donc, on a tout tiré un objectif de cours de 42 €, ce qui laisse un potentiel de rendement assez important. Donc, c'est un TRI de plus de 15% à horizon 24 mois. Donc, on reste très confiant. Le momentum, voilà, le marché drivé par le momentum ne souhaitait pas se repositionner sur les valeurs du secteur. Ça commence, on pense que ça va s'inverser. Avec la slide suivante. Ouais. Donc oui, on voulait continuer un petit peu sur ce case en illustrant un peu le travail au niveau de l'ESG, puisque c'est un dossier sur lequel on a passé beaucoup de temps à analyser l'aspect social et sociétal et l'aspect gouvernance. Comme vous le savez, le groupe a été exposé l'année dernière à pas mal de controverses avec des établissements assez emblématiques qui ont eu beaucoup de cas de décès. Donc, on voulait savoir ce qui se passait en interne. Donc,
On a eu l'occasion de s'entretenir avec Sophie Boissard, CEO, avec le président du conseil d'administration. Donc, on a pu les challenger également sur toute l'organisation interne de gestion de crise. On s'est entretenu aussi avec un expert qui était le ex-CEO France de Corian pour avoir un peu plus de projection sur les enjeux long terme du secteur et la place des EHPAD par rapport à d'autres modes alternatifs. Ce qui ressort de tout ça, c'est que on considère que Corian n'a pas montré de défaillance particulière en fait dans son organisation. Il y a des cas emblématiques qui ont été relayés par la presse. Bon, c'est un peu cynique de dire ça, mais voilà, si on regarde le taux de surmortalité de Corian par rapport au secteur global, Corian a une surmortalité de 20% l'année passée par rapport aux années précédentes, et le secteur des EHPAD dans son ensemble, c'était 27%. On va dire que le groupe a plutôt été bon, entre guillemets, dans la gestion de la crise. Donc, on s'intéresse au sujet social, hein, c'est un sujet clé, hein, le post-RH, c'est important, jusqu'à 55% du chiffre d'affaires, les frais de personnel. Donc, le groupe est plutôt bien noté par rapport à Orpea notamment, en termes de rotation du personnel. Hein, voilà, il y a une politique de formation assez volontariste, une durée d'ancienneté qui est de 6,7 ans, donc, ce qui est correct par rapport au secteur. Et comme je vous le disais, le groupe a plutôt acté des hausses de salaire dans la durée. Voilà. Et pour finir, et pour illustrer un petit peu notre politique de vote, on s'est opposé à la résolution portant sur la politique de rémunération de Sophie Boissard, notamment à cause de l'aspect qualitatif des critères variables. Le groupe avait décidé d'augmenter à 33% le poids des critères qualitatifs versus 25% par an, avec un manque de transparence. Donc, Eduardo et moi-même, on a eu l'occasion de s'entretenir un petit peu avec le management de cette occasion. Les réponses apportées n'étaient pas forcément satisfaisantes, donc on a décidé de s'opposer. C'était un peu pour illustrer également notre politique de vote. Quelques mots en conclusion de tout ça. Donc, je dirais que j'espère que vous l'avez ressenti, le portefeuille, comme on pourrait dire en langage paysan, est bien ensemencé. Donc, on attend juste l'heure de la récolte. On est pleinement investi, hein, donc on a très très peu de cash. On a beaucoup entré de lignes l'an dernier, qui représentent environ 18% du portefeuille, comme on le disait. Donc, on y croit complètement. La sous-performance est concentrée. Donc, on a essayé d'illustrer le retard sur le secteur pharmaceutique. Et puis, sur des cas spécifiques, hein, tels que Corian, mais on a aussi Alstom qu'on a légèrement évoqué. On peut aussi parler d'Atos. Donc on est confiant évidemment dans notre portefeuille, dans ces lignes qui ont souffert et qui nous font souffrir. Et je dirais la promesse de notre process, c'est de conserver ces lignes tout simplement parce qu'on y croit, de les renforcer si on trouve les occasions. Alors les occasions ne sont pas forcément légion parce que ce sont des lignes qui tiennent quand même en absolu, elles sous-performent mais en absolu elles tiennent. Donc on ressent moins les occasions de renforcement par rapport aux situations où on a un gros drawdown. Mais en tout cas, on se prépare à être extrêmement réactif à la moindre occasion et on a déjà commencé à renforcer certaines. Donc, quelques mots sur Alpha, hein, qui est vraiment le pendant de notre stock picking. Donc, comme vous le savez, Alpha, c'est un fonds qui reprend en fait l'ensemble, c'est un fonds nourricier de Multicap, donc l'ensemble du stock picking de Multicap est repris dans le fonds Alpha. On a une matrice de couverture qui nous indique les niveaux de couverture ou de découverture à pratiquer au jour le jour. Le principe de base, j'ai bien le principe de base parce qu'après c'est un tout petit peu plus compliqué, c'est plus le marché monte, plus on est couvert, plus il baisse, plus on se découvre, et également on se dérisque en fonction de notre alpha. Donc là en ce moment il n'y a pas d'alpha, mais quand on fait de l'alpha, on le couvre de telle sorte à se désexposer et à cristalliser cette performance issue de la surperformance. Donc c'est un produit, comme vous le savez, si vous l'avez pratiqué, qui est intéressant à long terme, hein, puisque on fait plus de 5% ou autour de 5% annualisé avec une volatilité de l'ordre de 6% et un très très fort amortissement des drawdowns. Donc sur le deuxième trimestre, Multicap Alpha a produit une
performance légèrement positive, hein, qui est le fruit en fait d'une exposition relativement modérée, puisqu'on est de l'ordre de 33% d'exposition, je pense, sur le deuxième trimestre. Donc, c'est très très simple en fait, hein, on fait 33% d'un indice qui fait 8, donc ça fait un tiers de 8, ça fait, on va dire, ça fait 2,5, et puis on a un retard d'alpha, ça fait 1,5 de 1 point environ, donc ça fait 1,5, et puis ensuite il y a un petit peu de frais, autour de 1, voilà, tout simplement, c'est très très mécanique, donc on peut l'expliquer très très facilement. Et donc, je pense que ce fonds, du coup, est intéressant. Vous en avez compris la mécanique. Nous, on est pleinement confiants dans le fait qu'on a un retard d'alpha. On ne sait pas quand est-ce qu'il va précisément se combler et s'exprimer, mais dans un marché qui est très, très, très peu lisible, je dirais, notamment du fait de politiques monétaires et budgétaires totalement inédites. On pense que c'est un produit extrêmement intéressant puisque au niveau d'indice où nous sommes exposés à peu près à 33%. Donc, vous le voyez là sur la partie grise en bas, enfin du côté droit. Quand on est dans la zone des 30%, vous savez qu'on retient un petit peu notre couverture, la matrice modifie un petit peu les parités de recouverture. Pourquoi? Parce que le bêta du fonds est compris entre 0,7 et 0,8. Et du coup, si on se couvre à plus que le complémentaire de ça par rapport à 100, forcément, on va être net short à un moment donné. C'est pas forcément notre objectif. Voilà. Donc, comme je le disais, on est réellement confiant. Ce qui traduit notre confiance plus que des mots, c'est le niveau de cash dans le fonds multi-cap qui est très très bas. Puisque pré-Covid, je vous le rappelle, on était à 10%, aujourd'hui on est à 2%, donc c'est un cash frictionnel. Et on attend que nos réserves d'alpha se manifestent, et si elles se manifestent, forcément, je dirais, quel que soit le niveau de l'indice, quelle que soit l'évolution de l'indice, on en capturera et on fera de la performance dans alpha. Donc la conclusion de tout ça, c'est que ce qu'il faut y voir, c'est qu'on a un passage un petit peu plus difficile, je dirais, mais que notre portefeuille reste totalement imbibé et le reflet des principes de notre philosophie de gestion. Donc, on ne change pas, on vit avec notre propre rythme, c'est-à-dire le rythme de l'acquisition des connaissances, mais des connaissances utiles pour faire de la performance. Donc, tout cela est bien déconnecté du rythme de marché ou des momentum qu'on peut avoir et que l'on regarde avec un intérêt plus ou moins fort, suivant qu'on pense que des situations sont durables et induisent des ruptures durables. Il ne semble pas que ce qu'on a vu dans les ruptures, que ce soit sur l'inflation, que ce soit sur les pénuries, etc., on ait des choses particulièrement durables et que le marché sache se prononcer là-dessus. En tout cas, nous, on ne le sait pas. On est particulièrement à l'aise sur nos cas. On aime les repères tangibles et exploitables dans la durée. C'est ce qu'on nous a dit. Et on pense que notre approche absolue, qu'on met toujours en avant, est totalement valide, notamment au regard des cas dont on a parlé avec Corian et le secteur pharmaceutique, voilà, qui, à mon avis, ne demande qu'à se re-rater. Et juste un petit mot, quand on regardait les graphiques généraux de sous-performance sur longue durée, sur 20 ans, bien évidemment, ce n'est pas ces graphiques qui nous attirent sur le secteur pharmaceutique. Ce sont des titres par lesquels on a été attiré, des histoires particulières. Et il se trouve que c'est un investisseur bien intentionné qui nous a fourni le graphique qu'on a fait vivre et qu'on a mis à jour. Voilà, peut-être qu'il est là et il se reconnaîtra. Et puis ensuite, voilà, à travers cette méthode, on essaye de faire s'exprimer notre expertise, qui est assez longue, une équipe suffisamment étoffée, expérimentée, et on est toujours sur longue période, on atteint toujours nos objectifs de surperformance, que ce soit sur la stratégie multicap long only ou sur son reflet absolu qui est alpha, puisqu'on reste toujours calé sur la ligne des 5% annualisés, ce qui n'est pas une mince affaire. Et notre but sur un univers européen, c'est toujours dans la durée de faire un rendement qui va être compris dans la zone des plus ou moins 10%. Voilà, donc on a été assez long. Donc comment souscrire? Je pense que vous savez un petit peu tout ça. On est disponible pour toutes vos questions.
Oui, effectivement. Alors, comment souscrire? Vous l'avez vu, les fonds sont très bien référencés sur les plateformes d'assurance vie. Peut-être pour les questions, vous pouvez vous poser vos questions dans l'outil GoToWebinar. On sera ravis d'y répondre. Peut-être une première question pour toi, Fabrice. Est-ce qu'il y a des lignes dans le portefeuille qu'on a tendance à diminuer en termes de pondération parce qu'elles ont bien délivré sur le plan fondamental et sur le plan boursier? Ouais. Oui, ben, en fait, on le voit pas forcément très fortement parce que je dis toujours qu'on a une main assez délicate. Effectivement, il y a des lignes qui seraient beaucoup plus pondérées si on n'avait pas agi sur la valorisation suite à des valorisations qui s'incrémentent. Donc on en a déjà parlé. Vous savez que LVMH est une ligne qui, par exemple, est depuis l'origine dans le fonds. Vous savez que je ne l'ai jamais trouvé cher, contrairement à ce que tout le monde pouvait dire. Étant donné les qualités de délivrance en termes de résultats, payer une société comme ça entre 14 et 17 fois ce qu'on a payé pendant de nombreuses années à ce prix-là, aujourd'hui, le titre la société a délivré des performances absolument inouïes, puisqu'on va excéder les niveaux de 2019 dès cette année et assez fortement, ce à quoi je ne pouvais pas m'attendre. Donc c'est un titre qui mérite une prime par rapport à ces 17 fois, je dirais. Maintenant, quelle prime? C'est jamais facile quand on change un peu de statut, parce que je pense que finalement, ce que je disais auparavant est en train de rentrer dans la valorisation du titre. Néanmoins, je suis moins à l'aise sur ces niveaux de valorisation et donc ça se reflète dans le portefeuille. J'en ai 4,2. Là où, sans aucune action de ma part, on aurait été à 6,5 facile. C'est un petit peu la même chose sur Capgemini. Capgemini, j'ai une double approche. J'ai une approche à la fois absolue absolue historique, je dirais, et relative par rapport à Sopra. C'est une société qui a beaucoup résisté, pareil, donc ça peut valoir une prime, c'est vrai, par rapport à dire que des multiples traditionnels de ces dernières années, donc qui intègrent déjà des taux assez bas, sur les SS2I, comme cap, on peut faire 10 en soi. Aujourd'hui, on est à plus de 12. Alors, ça dépend des horizons, mais on a quand même inflaté assez nettement les multiples. Donc, j'ai aussi réduit, on est autour de 4. C'est pareil, c'est une société qui sera à 6%. En revanche, je maintiens très fortement en face, par exemple, Sopra, qui est beaucoup moins cher. On doit avoir un écart de l'ordre de 20 à 30% sur les multiples, sans aucune raison selon moi. Voilà. Après, il y a des écarts de taille, etc. Mais on va dire que quand on fait la balance, il n'y a pas vraiment de raison. Et puis, il y a des petits mouvements qu'on fait dans le portefeuille quand même, des sociétés comme Philips, qu'on rebascule progressivement sur une société comme Siemens Healthineers, qui nous semble avoir une stratégie non pas plus crédible. La stratégie sur le papier, les deux stratégies sont intéressantes, mais plus crédibles dans son exécution. Parce que plus en ligne droite pour Siemens Healthineers, avec un virage plus grand pour Philips, qui n'a pas forcément démontré un savoir-faire exceptionnel en prise de virage. Voilà, et puis on renforce toujours une ligne qui a été assez lente à démarrer chez nous, mais qui devient évolutive, c'est Bureau Veritas. On renforce aussi, on est encore très confiant dans une ligne comme Unibail. Il n'y a pas de raison que cette société, hors opération sur du haut de bilan, qu'on n'avait pas jugé nécessaire et qui n'avait pas été jugé nécessaire non plus par les nouveaux actionnaires structurants. Pas de raison de ne pas avoir 100 € sur ce titre. Alors, c'est un titre qui a 2,5 aujourd'hui. On n'a pas de raison de baisser les pondérations, on a plutôt monté un petit peu les pondérations. Idem sur Sanofi. Pourquoi Sanofi? Vous avez vu que c'est pas le meilleur élève fondamental du panel pharmaceutique mondial. En revanche, on est dans une très bonne phase, très peu de risques comme vous l'avez vu sur la partie américaine, et puis une très bonne phase parce que
un gros blockbuster qui fait suite à une décroissance forte de la grosse franchise qui était celle du diabète chez Sanofi. Donc, on est dans une phase très intéressante. Donc, on a remonté, voilà, on travaille vraiment à l'intérieur du portefeuille. Et ça, je dirais, c'est la vie traditionnelle. Une ligne comme Iliad, on va être très regardant parce que il nous semble que voilà, c'est un petit peu écorné, mais pas beaucoup, donc il faudra être réactif. Puis sur la pharma, on se garde aussi des réserves d'arbitrage parce que potentiellement on pourrait être plus gros, mais c'est un petit peu difficile en termes de timing. Donc on se tient prêt. On pense qu'on a des grosses réserves et qu'on prendra très peu de risques, même si on est un tout petit peu suiveur sur la base de nos positions qui sont aujourd'hui de plus de 10% sur les laboratoires. Voilà, donc un travail à l'intérieur qui ne se voit pas beaucoup, mais c'est un travail hyper important. Merci Fabrice. N'hésitez pas à nous poser des questions complémentaires. Peut-être un petit mot sur Oeneo, une ligne dont on parle un peu moins dans le portefeuille, qui a longtemps figuré dans le top 10 notamment. Oui, donc c'est une ligne qui vient de publier ses résultats. Bon, ils ont publié un bon résultat, légèrement, enfin dans la zone que moi j'attendais, légèrement au-dessus. Il y avait un point pivot à 45 millions de résultats d'exploitation, ils ont fait 46. Donc, peut-être est-ce que tu peux nous redécrire Oui, c'est deux activités, une activité de tonnellerie et puis une activité de bouchage. Voilà. Donc bouchage avec un acteur qui a induit une rupture technologique dans un secteur éminemment traditionnel, puisque c'est le fameux bouchon Diane que vous pouvez voir très fréquemment quand vous ouvrez une bouteille de vin. Donc garantie 100 gouttes de bouchon. Voilà. Et donc le cas était vraiment, en fait, le cas est très intéressant. Il faut le regarder depuis. Moi, je le suis depuis 15 ans, hein, mais si on regarde juste depuis fin 2019, ce qui était très intéressant, c'est que cycliquement, la matière première consommée, le liège pour les bouchons, avait beaucoup augmenté. Mais c'est un phénomène cyclique de récolte tous les 9 ans qui s'exprime. Et donc, il y avait quand même une désinflation qui était à attendre. Et pour moi, un fort rebond à attendre des résultats, lié aussi à la mise en place d'un plan de productivité. Donc, en fait, je pense qu'on est sur une pente de résultats croissante, avec toujours de la croissance et des prises de parts de marché. Donc, ça reste un acteur intéressant qui a beaucoup digéré parce que il y a eu une OPA qui, alors c'est traditionnel chez Oeneo, une OPA qui a entre guillemets échoué. Et je dis traditionnel parce qu'ils en avaient fait une en 2013 auquel on n'avait pas apporté, on avait fait plus que ne pas apporter. On avait 5% du capital et on était prêt à bloquer l'OPA. Donc là, on a aussi conservé nos titres, estimant que le prix offert était insatisfaisant et surtout qu'il allait être difficile pour nous de trouver un investissement alternatif qui ait un TRI identique. Donc voilà, rien de particulier. On est sur la bonne trajectoire sur Oeneo. On en a à peu près un peu plus de 2%. Voilà, donc là aussi, ça fait partie des titres qu'on porte, que vous ne voyez pas, donc qui peuvent un petit peu nuire à la performance et puis qui redémarrent parce que l'histoire de croissance est intacte. Merci Fabrice.